d'avoir accepté cette invitation pour le séminaire de IHEST, Sorbonne Développement Durable et le Master 2 d'art contemporain et le Master 2 Art et Création internationale. Pour nous, c'est très important, d'autant plus que, évidemment, nous avons aujourd'hui le public d'étudiants en art et en esthétique, mais aussi nous aurons pour la suite, et d'où la présence de notre ami Olivier Dargouche, donc, qui accompagne ce séminaire. C'est un séminaire très important qui sera donc répercuté pour tous les auditeurs de l'IHEST. Et donc c'est aussi l'occasion de connaître, de comprendre et de vivre aussi ton parcours, qui est un parcours qui est lié finalement à la question de l'eau, si j'ai bien compris, vu ton engagement dans Suez Environnement, mais qui aussi prend part vraiment à l'aventure de l'entreprise, à la façon dont le comportement d'individu se joue par rapport à certaines analyses aussi dans ce que j'ai pu comprendre de terrain. Et donc toi, tu vas nous parler aujourd'hui de ce parcours, j'imagine, mais aussi peut-être des perspectives qui sont liées à ton métier. Voilà, donc merci aussi d'avoir accepté cette invitation et bienvenue pour cette présentation que tu peux faire durer 1h30, éventuellement après justement on aura des questions-réponses qui accompagneront. Ok, bon, ben merci Yann pour ton accueil. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Marc Simon, je travaille chez Suez, qui est un groupe français spécialisé dans les métiers de l'eau et du déchet. Et je vais vous partager aujourd'hui un certain nombre de sujets qui, à mon avis, vous concernent encore plus vous que moi, puisque votre génération va assumer le passé de ce qu'on vit aujourd'hui, sur ces enjeux critiques de l'eau et de la pollution, et enfin du changement climatique. Alors, comme m'y a invité Yann, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que je vous partage un peu mon parcours et finalement, qu'est-ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de ce parcours et qu'est-ce que j'en déduis en termes de leçons qui puissent vous servir à vous. Alors, tout d'abord, moi, j'ai commencé ma vie dans un pays qui s'appelle Madagascar, qui est très loin d'ici, qui, il y a 55 ans exactement, en fait, était un pays extraordinairement préservé, où j'ai vécu absolument la découverte d'un monde très préservé, à la fois dans ses relations humaines et dans sa biodiversité terrestre et marine. Tout ça, je l'ai vu enfant et ça a fondé en fait une grande référence quant à ce que je conçois l'environnement tel qu'il puisse être préservé et tel qu'on peut encore le préserver ou le restaurer demain. Pour moi, c'est un grand référentiel. Alors ensuite, j'ai fait des études scientifiques, beaucoup dans les domaines de la biologie, de la géologie, de la paléontologie, de la climatologie. Je suis passé par une école qui s'appelle AgroParisTech, dont vous avez dû voir une vidéo un peu virale il y a 1 an à peu près, sur ces étudiants qui refusaient de rentrer dans le système. Et pour moi, ça a été l'occasion de comprendre le monde vivant et toutes les sciences qui permettent de voir comment évolue ou comment se fragilise ce monde vivant et comment on en vit. J'ai ensuite commencé ma carrière dans un domaine qui avait absolument rien à voir, à la Défense, dans un cabinet américain de conseil en organisation, pour apprendre les fonctions d'entreprise. À quoi sert le commerce, à quoi sert le marketing, à quoi sert la gestion de maintenance industrielle, à quoi sert la stratégie. Ça m'a permis de finalement parcourir les départements d'une entreprise. En 3 ans, j'ai pu travailler dans différents secteurs, que ce soit le chauffage urbain, le luxe, le parfum, les spiritueux, etc. Et mon but, c'était d'apprendre les différentes fonctions de l'entreprise et comment elles interagissent entre elles, un peu comme un écosystème, au fond, par rapport à ce que moi, j'avais appris. Et ensuite, j'ai choisi un secteur d'activité.
C'est souvent ce que je dis aux jeunes d'ailleurs, plutôt que de choisir un métier, dirigez-vous vers un secteur d'activité dans lequel vous aurez beaucoup de métiers, et d'ailleurs la plupart des métiers que vous connaissez aujourd'hui n'existent pas encore, ou n'existeront plus demain, et ceux qui vont arriver demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc finalement se fonder sur un métier dans sa recherche, dans son orientation, c'est pas forcément très facile d'abord, pertinent d'autre part. En revanche, adopter un secteur d'activité finalement permet aussi de se projeter et pourquoi pas d'y passer sa vie. Alors on peut évidemment passer d'un secteur d'activité à un autre. Et moi j'ai commencé dans l'eau et j'ai ensuite évolué vers la gestion des déchets et de manière beaucoup plus vaste maintenant aussi des sujets liés à l'énergie. Mais choisir un secteur d'activité c'est extrêmement structurant et on a besoin de comprendre le secteur d'activité dans lequel on évolue pour ensuite y occuper différents métiers. Alors moi je suis rentré dans le groupe Suez et il y a quasiment 30 ans, j'y ai fait beaucoup de métiers, j'ignorais absolument ce que j'allais vivre. Et en revanche, ce que j'ai découvert dans le domaine de l'eau, ce qui m'a passionné dès le début, c'est toute la transformation de l'eau, c'est-à-dire comment on traite l'eau, comment d'une eau de rivière on peut rendre une eau potable, comment d'une eau usée, d'un égout, on peut restituer une eau à une rivière, à un lac ou à la mer, sans polluer tout l'écosystème qui y vit, comment réutiliser les eaux usées, comment dessaler de l'eau de mer pour en faire de l'eau douce, etc., etc. Et donc j'ai découvert que ce monde de l'eau est un monde dans lequel il y a extraordinaire, c'est un grand carrefour de compétences. J'ai rencontré des gens qui étaient des biologistes, des chimistes, des géologues, des ingénieurs construction, des électriciens automaticiens, des chimistes de l'eau, etc., des environnementalistes, et des sociologues, des financiers. En fait, j'ai découvert que le monde de l'eau, alors l'eau, on peut considérer comme ça, quand on est de l'extérieur, on se dit finalement l'eau c'est extrêmement simple, il y a juste qu'à ouvrir son robinet et puis on boit l'eau. En fait, il y a un espèce de monde à l'intérieur, hein, c'est comme un peu comme la barrière de corail de tout à l'heure. Quand vous êtes sur la plage, vous ne voyez rien de la barrière de corail. Il faut mettre le masque et ensuite on découvre tout. Un secteur économique, c'est pareil. Et je pense que tous les secteurs économiques sont similaires. Mais l'eau a cette particularité qu'elle est en plus symbolique, elle est vitale. Il y a peu de secteurs d'activité qui rassemblent toutes ces caractéristiques. Donc ce qui est absolument passionnant dans ce domaine-là, c'est qu'il y a énormément de compétences de tous ordres, en fait parce que l'eau concerne tout le monde. Et l'eau a besoin de tout le monde pour qu'on en prenne soin. J'ai ensuite, dans ces différents métiers, j'ai travaillé en Chine. Là, j'ai découvert que la grande activité industrielle est une activité qui a besoin de beaucoup d'eau, et c'est une activité qui peut beaucoup polluer. Donc, elle est à la fois dépendante et elle est contributrice à la pollution. Imaginez 30 km² en bord de mer, un terrain absolument vierge, et 2 ans plus tard, c'est couvert d'industrie pétrochimique. Les Chinois savent faire ça dans un temps record, et il a fallu, en tout cas c'est les contrats qu'on a gagnés, construire des usines pour produire de l'eau potable, de l'eau distillée, de l'eau dans lesquelles on a enlevé matières organiques, sels minéraux, etc. pour l'industrie. Et ensuite, il fallait traiter les différentes eaux usées d'un pétrolier, d'un fabricant de pneus, d'un fabricant de peinture, etc., etc. Tous ces gens-là rejettent des eaux usées et il a fallu analyser et voir comment on pouvait mélanger, traiter avant de rejeter une eau propre à la mer. Donc, j'ai découvert à ce moment-là ce monde de l'industrie liée à l'eau, grande dépendance, mais grande contribution potentielle à la pollution, si on n'impose pas des normes aux industries. Mais quand on voit les effets de la sécheresse aujourd'hui, il faut garder en tête que l'industrie peut être, l'économie en général, peut être très dépendante de la disponibilité en eau d'un pays. Ensuite, j'ai travaillé en Australie où j'ai dirigé la filiale du groupe dans le domaine de l'eau. Et là, on a vécu le premier effet de ce que vous voyez là, c'est-à-dire l'effet du changement climatique lié à la sécheresse. On a vécu une sécheresse très dure pendant 5 ans.
et qui était lié à, au fond, bien sûr, le changement climatique, donc forte chaleur, précipitations très transformées, très déréglées, mais aussi ce que j'ai découvert là, c'est l'énorme ignorance des gens en général sur le sujet de l'eau. En Australie, on consommait, il y a 15 ans, 300 litres par personne et par jour. En France, on est à 100 litres par personne et par jour. En Australie, on consomme beaucoup trop d'eau par rapport à ce que l'environnement peut fournir. Résultat, comme la moitié de la ressource en eau des villes vient des barrages, eh ben, il y a des villes qui n'avaient plus d'eau, mais carrément plus d'eau. C'est pas une question de... C'est pas comme en France où on a encore un peu d'eau, on demande aux gens de faire des économies. Là, il y avait carrément plus d'eau, donc les robinets des maisons ne coulaient plus. Donc, grande ignorance. Grandes erreurs aussi liées à la culture. Les Anglais, quand ils sont arrivés en Australie, ils ont transposé des cultures qui venaient dont ils avaient besoin, du coton, du maïs, du blé, dans des endroits et dans des terres et dans des climats qui ne pouvaient absolument pas permettre ces plantes. Et donc, ils ont détruit des millions d'hectares liés à une erreur de perception culturelle de ce qu'on peut faire d'un environnement. La troisième chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, quand on a, à ce moment-là, enfin, une autre cause aussi, c'est de se dire, quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu un mouvement de panique, il a fallu faire feu de tout bois. On a incité les gens, on a forcé les gens à faire des économies, et avec des amendes très fortes. On s'est aussi posé la question de réutiliser les eaux usées pour l'agriculture, puisque en fait les systèmes de traitement des eaux usées étaient assez peu élaborés, et donc on voyait beaucoup de pollution agricole qui allait vers la grande barrière de corail. Donc le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture s'est posé, de la même façon que, comme ça n'allait pas assez vite, et qu'il y a vraiment une perception difficile de la part des gens d'imaginer de l'eau retraitée, on s'est lancé dans une grande campagne nationale de construction des usines de dessalement d'eau de mer, puisque la surface comme disait Paul Éluard, la terre est orange, est bleue comme une orange est orange. En fait, la terre est très bleue, mais c'est de l'eau qui n'est pas buvable, puisque c'est de l'eau de mer. Donc en Australie, on a commencé à lancer des grands programmes de dessalement d'eau de mer. Il faut 2 litres d'eau de mer pour faire 1 litre d'eau douce, mais il faut énormément d'énergie. Il faut pomper l'eau. Imaginez un jet d'eau dont la hauteur fait 2,5 fois la tour Eiffel. Voilà, c'est le niveau de pression qu'il faut pour extraire le sel de la mer pour en faire de l'eau douce. Donc on s'est lancé dans des programmes très énergivores, très chers, pour produire de l'eau. Et on voit là les limites en fait d'un système, d'un pays par rapport à l'eau. Alors, ce que j'ai aussi découvert aussi là à titre professionnel, c'est que finalement les différences culturelles, ce qui est intéressant, c'est que l'Australie c'est un pays très très varié en termes de culture, et donc dans le monde professionnel, la différence entre les cultures est très forte. On a des Sud-Africains, des Français, des Anglais, des Américains, des Singapouriens, des Chinois, des Australiens bien sûr, etc., des Néo-Zélandais. Et ce qui m'a frappé, c'est que la différence de culture est très forte dans la résolution des problèmes. Elle est même parfois plus forte et plus contributive que la différence de compétences qu'on peut avoir autour d'une table entre un ingénieur, un juriste, un commerçant. D'accord ? Et donc, cette richesse dans la diversité des profils, et c'est pour ça que je dis ça, parce que vous avez aussi des profils variés d'origine, j'imagine, mais aussi de compétences, cette différence des profils est de nature à résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'était mes enseignements en Australie. De retour en France, je me suis intéressé j'ai travaillé sur des projets, comme par exemple ici à Marseille, de mettre en conformité le réseau d'assainissement et de gestion des pluies d'une grande ville comme Marseille, 1 million d'habitants. Vous voyez là, on a fait des simulations pour diagnostiquer et comprendre pourquoi le système d'assainissement finalement polluait la mer. Et donc on a modélisé des pluies et les impacts. Et vous voyez là qu'à différents endroits, quand on simule des pluies, vous voyez des panaches d'eau usée à différents endroits. Là, c'est dans le vieux port de Marseille, vous voyez, à différents endroits. Ici, vous avez un rejet qui était très fort. Et là, vous avez une plage. Et donc, quand vous avez des égouts qui se rejettent, vous avez assez vite une contamination des eaux de baignade. Et donc, quand on fait ce diagnostic, on comprend mieux comment réagit le système d'assainissement et de gestion des pluies d'une ville par rapport à des types de pluies.
Et comme le changement climatique avance, la typologie des pluies va changer, la typologie des endroits où les pluies vont tomber va changer, et donc parfois on va avoir des pluies beaucoup plus localisées, et donc c'est important de savoir comment réagit une ville par rapport à ce sujet de l'eau. Et alors je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer ce qu'on sait faire en termes d'analyse d'eau de baignade. Alors ça c'est pour vous illustrer justement les solutions qu'on peut apporter face à l'évolution d'une ville. Hein. On développe aussi des techniques pour maintenir la santé publique sur les zones de baignade. Alors après j'ai vécu la COP 21, et là j'ai pris brutalement conscience du changement climatique, sur lequel vous avez forcément énormément d'informations déjà. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire, vous rappelez, on est toujours sur cet objectif du 1,5 degré qui cherche à minimiser les impacts du changement climatique. Ce qui est frappant, c'est de se dire, ça ne veut rien dire en fait ces degrés quand on n'est pas dans le domaine scientifique et quand on ne connaît pas toute la complexité de la climatologie qui est derrière. Un référentiel, c'est que le dernier ère glaciaire, en fait, était simplement à moins 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle chez nous. Vous voyez, donc c'est 5 degrés, c'est pas moins 30 degrés. Donc quand il y avait 2 km de glace sur l'Europe, il y avait simplement 5 degrés d'écart par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous, on est déjà à plus 1,7 en France. Donc ces sujets sont des sujets qui sont extrêmement sérieux et sur lesquels vous verrez que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on est absolument tous concernés. Les sujets d'élévation des mers, vous voyez toutes les grandes métropoles du monde qui sont concernées par l'évolution future de la hausse des océans. Hausse des océans qui est liée bien sûr tant à la fonte des glaciers, mais surtout à la dilatation de l'eau. L'autre élément très fort, c'est évidemment l'irrégularité des précipitations qui donne inévitablement des inondations, mais aussi des sécheresses qui sont très marquées déjà depuis 4 ans en France. Donc ce sujet de l'eau devient un sujet qui affecte nos usages, affecte notre économie, affecte notre santé. Alors, est-ce que vous savez, d'ailleurs à titre de référentiel, je ne sais pas, mais je vous donne quelques chiffres, si vous ne les avez pas encore. Je vous disais tout à l'heure qu'on consommait à peu près 100 litres d'eau par jour et par personne. Sur ces 100 litres, en gros, on en boit 1. Donc les 100 litres qu'on reçoit, en fait, on ne va faire que les salir et les rejeter. D'accord ? À travers différents usages. Hygiène, linge, vaisselle, jardin, etc. 5 minutes d'une douche, c'est 80 litres d'eau. Une machine à laver, c'est 70 litres. La fabrication d'un jean ou d'un pantalon, c'est 10 000 litres d'eau consommée. Donc si on achète un pantalon tous les mois, en fait, on a une empreinte d'eau qui est gigantesque. Alors vous avez sans doute vu des chiffres comme ça également sur des domaines d'alimentation, etc. Ce qui est intéressant à percevoir aussi, c'est que quand on achète par exemple un jean fabriqué au Bangladesh, en fait on exporte de l'eau. Enfin, on exporte une consommation d'eau. C'est-à-dire que nous, ça nous coûte 0 litre d'eau. Par contre, chez eux, là-bas, ça va consommer 10 litres d'eau par jean. Donc il y a cette notion d'empreinte eau, de la même façon qu'on a ce concept sur la partie CO2. Deuxième chose que j'ai découverte lors de cette COP 21, parce que c'était un grand sujet, c'est la pollution plastique des océans, qui nous concerne beaucoup dans nos métiers parce que les plastiques viennent de nos modes de consommation. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais c'est un sujet qui est très prégnant, qui nous concerne beaucoup nous. Alors les plastiques, c'est soit des gros plastiques que vous voyez sur la plage, soit les microplastiques, qui sont juste le fractionnement à l'infini des flacons et autres sandales qu'on jette. Et donc ça par exemple, c'est des microbilles qui sont dans les cosmétiques. Et sinon les microplastiques, vous voyez, c'est la taille de quelques millimètres à quelques microns. Et donc qui sont en fait simplement le résultat de notre mode de consommation. C'est ce que j'ai découvert. Et alors en plus, comme ces microplastiques voyagent,
eh ben, ils transportent avec eux des bactéries, des virus, etc. Donc en fait, ça contribue à la diffusion de la pollution d'une ville comme Marseille que vous avez vu tout à l'heure. Quand il y a un panache d'eau usée, c'est pas juste de l'eau usée. Il y a aussi un peu tout ça dedans. Donc on traite évidemment les eaux usées dans les villes où il y en a, mais ça reste une pollution très forte. Alors, c'est le résultat de ça en fait, c'est le résultat de nos modes de consommation. C'est ça que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est-à-dire que l'empreinte finalement environnementale est d'abord et avant tout le reflet de nos modes de consommation. Donc on consomme, et après, soit on recycle, soit on jette. Si on jette, ça se termine dans l'océan. J'ai mis cette petite photo de la citrouille à côté simplement pour rappeler qu'en fait, à quoi servent les emballages? C'est exactement comme les fruits. C'est-à-dire que ça sert à protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Le fruit sert à protéger la graine. L'emballage sert à protéger évidemment ce qui est à l'intérieur. Ça sert à transporter, donc commercialiser. Et puis pour les fruits, ça sert à transporter par le vent, par la mer, par l'eau. Et ça sert à séduire. Séduire le consommateur et séduire l'animal ou l'homme qui va manger et donc diffuser cette... Donc la question qu'on se pose, et on a beaucoup travaillé on travaille beaucoup avec les concepteurs d'emballage pour voir comment garder ces trois fonctions, mais en réduire l'impact environnemental pour faire plus de recyclabilité. Et donc, j'ai un petit film à nouveau. Donc au final, vous voyez qu'au fond, l'impact environnemental d'une ville, à travers toutes nos différentes activités, se retrouve à travers évidemment la pollution agricole, ce qui sort des usines, ce qui sort de nos usages aussi. Il y a ce qu'on appelle les micropolluants médicamenteux également, et il y a ces fameux microplastiques. Tout ça constitue finalement des flux de pollution qu'on traite dans les stations d'épuration, dans les infrastructures qu'on gère, et qui permettent de réduire massivement l'impact environnemental d'une ville sur son propre environnement. Et donc c'est ça qui a été aussi très fortement évoqué lors de cette COP21. La troisième chose que j'ai découverte dans sa publication à la COP21, c'est le fait que tous ces sujets sont liés, et ça a été évoqué lors d'une publication qui a été faite par le pape François, qui s'appelait Laudato Si, et qui a été d'ailleurs illustrée par Yann Arthus Bertrand, et qui a largement montré la contribution. Alors c'était une publication qui a été faite juste avant les négociations, pour permettre, essayer d'éclairer sous un angle plus social la partie, la compréhension de l'ensemble de ces liaisons entre les phénomènes de l'impact d'une ville sur son propre environnement. Donc, dans tous ces sujets, je vous ai parlé donc, de Chine, je vous ai parlé d'Australie, je vous ai parlé d'environnement protégé au départ, je vous ai parlé d'impact industriel, je vous ai parlé de modes de consommation, de grande consommation. Et finalement, si je résume un peu tout ça, j'ai envie de dire que ma première source en fait de motivation dans le travail que je fais depuis une trentaine d'années dans ce secteur-là, c'est d'abord l'émerveillement de départ que j'ai eu et qui, je reste convaincu, reste une cible accessible et nécessairement une ambition nécessaire de la part de nos sociétés. C'est ma première source de motivation. La deuxième chose que je retiens, c'est que notre impact environnemental est le direct reflet, le direct miroir de nos modes de consommation, de l'intensité de ces modes de consommation. Et donc, par conséquent, si on garde comme cible un environnement qui est préservé, alors on va devoir agir sur nos modes de consommation, et pas uniquement de retraitement, etc. Le troisième élément de conclusion que je voudrais apporter, c'est que on voit bien qu'on a développé à travers notre ère industrielle non seulement une capacité à produire, mais aussi une capacité à traiter cette pollution. Je vous en ai parlé, notamment en ce qui concerne l'eau, mais aussi en ce qui concerne les déchets. Tout ça est fondé sur l'existence d'infrastructures, d'accord ? Des stations d'épuration de traitement d'eau usée, des centres de tri, des centres de recyclage,
de la réutilisation d'eau usée, etc., etc. Donc on a la capacité, les technologies, les savoirs, la science, etc., pour retraiter cette pollution. Mais ça suppose qu'on ait des infrastructures. Il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas. Donc on voit bien que le traitement de cette pollution est fondé sur l'existence de ces infrastructures. Et je vais vous passer un petit film, également à nouveau, qui en fait reflète le nouveau positionnement de mon entreprise Suez, qui vous montre un petit peu, alors oubliez le côté un peu publicitaire que vous pouvez ressentir, mais ça vous donne une diversité des différents métiers que l'on vit et la façon dont on assure cette... Alors, je vais vous épargner les pubs. Alors, au-delà du caractère un peu publicitaire de ce film, hein, c'est pas ce que je souhaite vous montrer. En revanche, ça vous montre la diversité des métiers qu'il peut y avoir dans un secteur d'activité comme celui-là. Et ce qui est très important, c'est que ces métiers-là vivent au gré des enjeux auxquels ils font face. Ils vivent aussi au gré des réglementations qui apparaissent. Ils vivent au gré des aspirations sociétales. Et ils vivent au gré de la façon dont les différents pays résolvent ces sujets. Le sujet de l'eau, qui peut paraître un sujet très simple, comme ça, de l'extérieur, est un sujet extraordinairement complexe et qui est d'ailleurs géré de manière très différente d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui ont des gestions hyper centralisées, publiques. Vous avez des pays qui ont une gestion très centralisée de l'investissement public, mais qui décentralisent l'exploitation. Il y a tout un tas de modes de gestion de ces pays. Et ce qui est important, c'est de comprendre que on peut contribuer de manière, selon sa spécialité, donc vous qui avez des profils d'artistes ou autres, il y a besoin de ces éclairages divers et variés sur un sujet comme celui-là, que ce soit l'eau ou la pollution en général. Donc je vous ai parlé de tout ça, je vous ai montré le rôle qu'une entreprise comme Suez et d'autres tiennent à travers l'apport de technologies, la résolution de ces sujets qui sont très locaux, hein, très territoriaux, à travers l'existence d'infrastructures. Ceci dit, demain, ça ne suffira pas. Demain, on a aussi besoin d'avoir une approche qui soit ouverte sur les modes de consommation, puisque je vous disais qu'au fond, la pollution n'est que le miroir de nos modes de consommation. Donc, pour agir sur nos modes de consommation, on a mené une expérience que j'ai animée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, alors qui posait la question de... le sujet, c'était par exemple la pollution plastique des océans, qui est un sujet qui est mondial. C'est un peu comme le CO2. Hein. Le CO2 est à l'atmosphère, ce que le plastique est à l'océan en termes de pollution systémique. La question qu'on s'est posée, c'est comment on peut résoudre ce sujet sociétal qui a un impact très fort sur les pays dépendants de la pêche ou du tourisme, puisque on a toutes les technologies et au fond, on se rend compte que même malgré tout ça, on n'y arrive pas. Et donc on s'est dit, au fond, c'est juste un sujet de modèle économique. Et je voudrais vous partager cette expérience parce que vous verrez que la résolution de cette problématique a nécessité une diversité importante de profils dont vous pourriez faire partie demain. Alors, d'abord, quelques éléments. Hein. La pollution au plastique, vous l'avez compris, hein, ça vient surtout des villes, hein, ça a été mesuré. On est à peu près à 80% de la pollution plastique qui vient des mers. Le reste, c'est la pêche, c'est la conchyliculture, etc. On a choisi le bassin de Marseille, qui est un bassin sur lequel on travaille beaucoup, mais c'est aussi un bassin qui a l'enjeu des JO 2024, puisque les régates des Jeux Olympiques auront lieu sur la rade de Marseille en 2024. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent un peu les JO, notamment en matière de navigation et de régates, ce qui est mon cas, lors des JO de Rio, les régates ont failli être annulées une semaine avant à cause de toute la pollution qui flottait sur la rade de Rio, du fait d'orages précédents. Donc on s'est dit, il y a un vrai enjeu là qui peut intéresser cette ville. On a ensuite posé quelques pas conditions, mais on va dire conditions de mise en œuvre
La première, c'était finalement de se dire on mène une démarche qui est une expérimentation au croisement d'expertise publique et privée. Hein. On a voulu aussi adopter une mesure qui est très locale, en se disant finalement, même si c'est un problème général, la solution reposera sur des initiatives et des réponses locales, à travers des start-up locales, des associations ou des décideurs publics. Et la troisième, c'était d'explorer finalement des gisements de valeur, des opportunités économiques qui puissent derrière tirer une économie locale. On a rassemblé des gens de différents horizons, alors des experts de Suez, une quarantaine, on a mobilisé les acteurs publics, la ville, la région, la métropole, on a mobilisé des start-up locales pour essayer d'avoir des réponses, on a enfin mobilisé des grandes marques qui sont aussi très concernées par la réputation de leur marque face à une telle pollution parce qu'ils sont contributeurs. Et donc on s'est dit au fond, pour répondre à cette question, on s'est dit quels sont les acteurs qui d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans seront mis en cause si jamais on ne résout pas ce problème-là. Eh bien ce sera très certainement les politiques publiques qui vont être impactées financièrement par la baisse du tourisme, et ça va être les grandes marques qui vont être impactées dans leur réputation. Et donc c'est pour ça qu'on les a embarquées et qu'elles ont été très intéressées pour essayer de répondre à cette question, quel est le modèle économique? Parce qu'une fois que le plastique est en mer, il n'y a plus de clients, donc il n'y a plus de financement, il n'y a plus de solution. On a démarré avec en gros une structuration de la méthode, et c'est là où ça peut vous intéresser. C'est d'abord, on s'inspire, on découvre quel est le problème, ensuite on identifie donc des problématiques, qu'on va processer à travers ce qu'on a appelé des sprints de co-création, c'est-à-dire des séquences d'ateliers de réflexion collective structurées, mais sous pression de temps, puisque c'est quand on a de la pression de temps et de la pression tout court qu'on trouve les meilleures solutions, pour enfin consolider une solution. Donc ça a été les 3 grandes étapes, vous allez voir, qui se sont déroulées dans une expérience comme celle-là. Ça a duré 1 an, il y a 140 personnes qui ont travaillé sur ce sujet pour aboutir à la fin. On a commencé par faire un diagnostic des pollutions, puisque 80% de la pollution vient de la ville vers la mer, et donc on a analysé, quantifié, on a constaté finalement que les pollutions plastiques sur le bassin de Marseille, vous voyez, elle vient à 40% des particuliers, 40% des entreprises, la gestion des infrastructures elles-mêmes, et puis vous voyez 0,2% des plages, donc la pollution elle ne vient pas des plages, elle est visible sur les plages, et puis ensuite les différents ports de commerce ou de plaisance. Donc on voit bien que c'est lié à nos usages, soit en tant que particulier, soit en tant que salarié, qui impactent une ville comme celle-là. On a analysé tout un tas d'arbres des causes et on a identifié différentes problématiques, différentes ambitions, au fond, qu'on a commencé à formuler en se disant comment rendre attractif un système contraignant. Jeter des poubelles, c'est pas très glamour. Comment créer 500 emplois pérennes avec un sujet comme celui-là, puisqu'au fond, on se rend compte que quand on lutte contre la pollution, on peut avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. C'est vrai pour la création d'emplois, c'est vrai pour des pays qui sont plus directement, comme je disais, concernés par la pêche. Et enfin, pourquoi relier un déchet à la personne qui l'a mal jeté? Le but, c'est pas de sanctionner la personne, c'est au contraire de trouver des motivations, d'incitation à bien faire. Donc c'est des questions qu'on se pose comme ça quand on travaille sur un mode de résolution à partir d'un arbre des causes. Et puis après, on s'est donné une ambition. On s'est dit, Marseille en 2034, ça ressemble à quoi? Et donc là, on a travaillé sur de la fiction. Alors la fiction, la science-fiction, moi j'ai découvert l'intérêt de la science-fiction. Vous faites sans doute ça un peu dans des études d'art, mais la science-fiction, moi je ne suis pas un grand fan au départ de science-fiction, mais j'ai réalisé qu'en fait c'est un exercice mental qui permet de projeter des lignes qui aident à la réflexion en sortant de toutes les contraintes qu'on peut vivre à l'instant T. Et donc quand on projette des schémas de fiction avec regard croisé, en faisant intervenir différentes spécialités, on arrive à une vision d'une ville
à différentes façons dont la ville est vécue, comment elle se ressource, comment elle impacte son environnement, comment elle l'échange avec d'autres. Et donc, c'est un exercice qui est très puissant pour essayer de résoudre un problème complexe comme celui qu'on a posé. On a fini par poser 3 ambitions à l'issue de cet arbre des causes dont je parlais, et on s'est dit il nous faut une problématique à résoudre pour les entreprises, une problématique à résoudre par les collectivités et une problématique à résoudre par les citoyens, parce qu'au fond, ce sont les 3 grands acteurs que vous avez vus sur l'arbre des causes. Première ambition qu'on s'est donnée pour les entreprises, comment concevoir un système de traçabilité du déchet ouvert et local pour suivre le parcours de l'après-vie d'un produit. L'après-vie, c'est une fois que vous avez mis l'emballage dans la poubelle, sa deuxième vie, c'est quoi? On voulait le tracer. Pour les collectivités, on s'est dit, il faut que les collectivités puissent concevoir un service de collecte dynamique des déchets qui s'adapte aux variations événementielles, c'est vrai pour une ville touristique comme Marseille, mais aussi aux variations de saison. Et la troisième ambition qu'on s'est posée pour les citoyens, c'est de se dire comment valoriser un comportement vertueux par rapport à ça. Et donc, en prenant ces 3 problématiques, on s'est dit si on arrive à résoudre ces 3-là, on va très certainement résoudre 90% du sujet qu'on s'est posé. Alors après, comment on a fait concrètement? Eh bien, toujours la même mécanique, inspiration, imagination et concrétisation. Donc, inspiration, c'est en utilisant différentes, vous allez voir, différentes façons de faire qui existent ailleurs. Hein, que ce soit le numérique, que ce soit des robots, que ce soit des expériences que certaines entreprises mènent. Alors, pour faire quelque chose comme ça, on a besoin de constituer des équipes avec des profils différents. Je parlais tout à l'heure de la diversité des profils, je parlais de la diversité des cultures. J'ai expérimenté les deux avec grande puissance. Et en fait, dans une équipe, pour résoudre des problèmes comme ça, il ne faut pas qu'on ait que des ingénieurs ou que des financiers, par exemple. On a besoin d'avoir des profils très différents. Donc vous avez le créatif, c'est peut-être plutôt votre filière, votre master. Le créatif, c'est celui qui va faire un pas de côté, qui va permettre d'être non conventionnel, parce qu'il l'est par nature, et donc il va apporter dans la réflexion un angle de vue différent. Le conformiste, au contraire, c'est celui qui va suivre les règles, qui va chercher à rester dans les normes, dans la problématique posée, etc. Le médiateur, c'est un peu le sociologue de service, hein, c'est celui qui va chercher à concilier les opinions dans un groupe divergent, et qui va être intéressé par l'aboutissement d'une solution commune. Le pointilliste, c'est un peu le finisseur, c'est-à-dire que c'est celui qui veille à ce qu'à la fin, on ait les bons comptes rendus, les bonnes prises de notes, etc. Et puis, il y a d'autres profils, il y a ce qu'on appelle l'investigateur. L'investigateur, c'est celui qui veut analyser, comprendre, et donc qui va processer beaucoup de données pour le bénéfice du groupe. Hein. Il y a le réaliste aussi. Le réaliste, c'est celui qui va se dire, bon, c'est bien les gars, on discute depuis 3/4 d'heure, mais en clair... comment on met en œuvre notre solution. Donc vous voyez que dans la constitution d'un groupe, et ça on a pris beaucoup de soin à le faire, c'est d'identifier les profils, d'identifier les ressources, parce que c'est ça qui est un très fort garant du succès de la suite. On a fait un voyage inspirationnel. Alors je parlais de la science-fiction tout à l'heure qui nous projette, pour nous libérer des contraintes intellectuelles qu'on peut avoir à l'esprit à l'instant T. L'autre l'autre levier, c'est d'aller s'inspirer ailleurs. Donc, quand on prend un sujet, on balaye ce sujet dans différents autres secteurs économiques, et on est allé voir comment, dans d'autres secteurs économiques, vous avez quelques échanges là, comment d'autres entreprises de la logistique, de l'agroalimentaire, etc., résolvent une thématique donnée. Ça nous donne un sujet d'inspiration. Et c'est ensuite la transposition d'une solution qui peut nous donner des idées dans la résolution de notre propre problème. Ça, c'est la séquence inspiration. On a un facilitateur graphique qui était une femme qui dessinait en fait, en nous écoutant, et dessinait en fait les différents thèmes d'importance que nous évoquions dans les réunions de groupes de travail, et ça a d'ailleurs à la fin donné une fresque qui était une sorte de résumé de nos propos, de nos échanges,
qui était aussi non seulement utile, mais esthétique. On aboutissait ensuite à un schéma conceptuel de la résolution de notre problème. C'est très théorique tout ça. Hein, vous voyez, un habitant d'un quartier, on imagine l'échange sur les bonnes pratiques, les éco-gestes, la réalisation d'un tiers de confiance, etc. Voilà, jusqu'à l'entreprise, la visibilité, etc. On arrive à finalement une sorte de cheminement logique, mais tout ça n'est que très théorique. Donc, on a besoin de faire. Et donc, on est passé par un autre levier qui est le prototypage. Alors, le prototypage, c'est simplement la maquette, mais quand on maquette sous contrainte de temps, on maquette un modèle économique, une réflexion qu'on a trouvée en 20 minutes dans un groupe de 10 personnes, au début, personne n'est capable de le faire. Et en fait, réaliser le prototypage d'un concept, c'est extraordinairement aidant pour le groupe qui le réalise lui-même, puisque là encore, on a cet effet miroir qui nous renvoie. Et chaque groupe, ensuite, il y avait 5 groupes, chacun travaillant sur une thématique donnée, et donc on a fait ce prototypage comme ça, par séquence, par 3 sprints successifs, et chaque fois, chaque groupe présentait à l'ensemble des autres sa maquette et expliquait comment sa solution allait pouvoir fonctionner entre les entreprises, la collectivité publique et les citoyens. Et au fond, l'ensemble des autres participants challengeaient ceux qui ont présenté leur groupe, leur travail, en apportant des questions qui étaient autant de nourriture, de ressources pour ceux qui ont ensuite fait la V2, la version 2 de leur prototype, puis la version 3 pour aboutir à quelque chose le plus réaliste possible. Donc vous voyez l'importance d'avoir une diversité de participants par groupe au départ, d'avoir un process d'inspiration, de fiction, de réflexion, puis de prototypage partagé. Et ensuite, on teste finalement la réalité de notre solution, c'est ce qu'on a fait, puisque notre solution est un modèle économique, hein, et donc qu'est-ce que ça apporte en termes de gains, quel est l'impact en pollution, en emploi, etc. Quelle est la valeur que ça apporte pour différents acteurs, et donc à la fin, également, quelle est la valeur d'image et de réputation. Ça, c'est un jeu de critères qui permet ensuite de tester les solutions qu'on a élaborées. On a abouti ainsi à un concept majeur et 3 petits concepts connexes. Et notre idée, c'était de dire, si on arrive vraiment à un modèle économique qui tourne, il faut qu'on le réplique dans d'autres villes européennes. On a appelé ça « Protégeons la bonne mer ». Pour ceux qui sont marseillais, vous connaissez, ou qui connaissent cette réflexion de Marseille, protéger la bonne mer. La bonne mer, c'est l'église qui est au-dessus de Marseille. Et donc là, notre modèle économique, il est fondé sur 4 services. Hein. Le premier, c'est la transformation d'un geste par le consommateur. Le deuxième, c'est la proposition, je vais les passer en revue. Et en fait, la combinaison de ces 4 services, sans infrastructure supplémentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous a permis de modéliser en fait l'impact économique. Le premier service, c'est au fond d'imaginer qu'on rétribue des points au début avec un certain nombre avec un panel de consommateurs qui vont faire des courses, qui scannent leurs déchets et qui collectent des points pour être rétribués au moment, par les grandes marques, dès lors qu'ils mettent leur emballage dans la bonne poubelle. Voilà. Donc le geste de tri, c'est un geste qui est gratuit, mais qui peut en fait rapporter énormément en aval, puisque tout déchet qui est bien collecté ne tombe pas dans la nature, il va dans la filière de recyclage, ce qui convient bien à la marque, et donc on a un intérêt de la marque, et donc un intérêt financier demain potentiel par la marque grâce à ce système-là. Le deuxième, c'est de constater qu'au fond, le Mistral, les orages, le vent, qui lave une ville, évacue énormément de déchets brutalement vers les plages et vers la mer. Et donc les gens qui exploitent le système d'assainissement et de gestion pluviale, il se trouve que ce sont nos équipes, ont la capacité à anticiper, quand ils voient sur le radar météo des pluies arriver, ils peuvent aller identifier les endroits particuliers de collecte de déchets dans des rues et dans des endroits, et du coup d'envoyer des équipes
pour que les déchets soient collectés, surtout dans des zones de concentration. Il y a des quartiers ou des rues qui sont plus pollués que d'autres. Et donc l'idée, c'est d'anticiper et de ramasser ces déchets avant qu'ils tombent. Donc là, il y a une synergie, vous voyez, avec un autre service. Le troisième service, c'est beaucoup plus lié au design des poubelles. Et l'idée, c'est de se dire que, alors c'est l'effet nudge que vous connaissez sans doute, hein, c'est-à-dire nudge qui signifie le petit coup de pouce en anglais, qui permet d'inciter les gens au bon geste, soit de manière ludique, soit de manière esthétique. Donc différentes poubelles qui correspondent à différents types de déchets. Et là, on a imaginé qu'on pouvait même avoir des poubelles fabriquées en plastique recyclé, à l'effigie de certains quartiers, etc. Mais il y a là tout un creuset d'idées à aller exploiter. Et on a essayé de quantifier à chaque fois, vous voyez, pour chacun de ces 4 services, quelle est la valeur d'impact en tonnes de déchets. Pour les mégots, par exemple, on a estimé, compte tenu de l'ensemble de tous les mégots qui tombent sur le but de Marseille, on a quantifié qu'en fait, si tout ça fonctionne très bien, on allait ramasser 420 tonnes de mégots sur la métropole de Marseille par an. Aujourd'hui, c'est ceux qui tombent au sol. 420 tonnes de mégots, vous voyez. Donc quand on cherche à multiplier ce genre d'initiative en valorisant le geste de tri, qui est encore un geste gratuit, hein, on peut avoir un impact qui est très fort sur la conséquence. Et le quatrième, c'est de booster la collecte associative. Ce sont des emplois gratuits, évidemment. Donc on subventionne, l'idée c'était que les grandes marques subventionnent ces associations qui font des campagnes de ramassage de déchets, de caractérisation des déchets selon un protocole européen bien connu. Et donc l'idée c'est ce quatrième service, donc vous voyez, on impacte le premier, c'était d'impacter le consommateur, le deuxième c'était d'utiliser les gens qui exploitent les services d'assainissement et de gestion des pluviales. Le troisième c'est la partie également le touriste ou le passant dans la rue. Et le quatrième, c'était les associations. Et finalement, la combinatoire de ces 4 services simultanés nous a permis de modéliser à chaque fois le nombre de tonnes de déchets qu'on pouvait récupérer. Et vous voyez, là, je n'ai pas parlé de centres d'infrastructures supplémentaires, j'ai simplement parlé d'implication des gens dans le mode de consommation ou le mode de comportement au quotidien dans la ville. Et donc, quand on fait ça, à la fin, on aboutit à ce qu'on appelle un modèle économique, dans lesquels il y a des partenaires clés, hein, vous voyez, les startups, la région, la métropole, etc., les grandes activités de chacun des grands acteurs, la proposition de valeur, c'est-à-dire quels sont les 4 services, quels sont les clients, et derrière, quelle est la structure du coût et quelle est la structure de revenus. Et ça, cette matrice-là nous permet finalement de constater que, surtout quand on le teste, de constater qu'au fond, on a là bien un modèle économique qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs et des clients, et il y a donc des flux, pas que d'argent, qui fonctionnent, des flux d'emploi, des flux de réputation, et des flux évidemment de déchets dans cette problématique particulière. Donc ça, c'est le modèle économique complet auquel on est arrivé. Et alors, il y a trois petits concepts additionnels qu'on a fait émerger. Qui sont des idées un peu périphériques, qui sont pas dans ce qu'on n'a pas rassemblé dans ce modèle économique global, mais qui pouvaient faire l'objet d'une petite initiative privée. La première, c'est une plateforme finalement de mise en commun de fournisseurs et d'organisateurs d'événements pour gérer les déchets. Le deuxième, c'était une gourde à destination des touristes, gourde connectée à destination des touristes, qui permet de mettre en relation des sites touristiques et l'usage de l'eau potable plutôt que de l'eau en plastique pour éviter la production de plastique. Et la troisième, c'était une histoire de boîte pour essayer de supprimer cet emballage des pizzas, mais d'utiliser une boîte qui puisse être à l'effigie des quartiers avec... alors il y a eu beaucoup de créativité, d'idées, de design pour essayer de se dire... si on faisait une boîte par quartier, à ce moment-là, elle puisse être nettoyée, réemployée, et dans tout le flux de ces comment on appelle ça, la restauration hors foyer, qui est incroyablement génératrice de déchets, hein, tout ce qui est Uber Eats, etc.
qui pour une ville est un fléau en termes de production et de collecte des déchets. Donc notre initiative a ensuite conduit à une méthodologie qu'on a voulu réplicable, et on a conçu même réplicable pour que ce qu'on avait fait à Marseille comme ça, on puisse le tester dans un quartier et que ça puisse ensuite servir à d'autres villes du pourtour méditerranéen, toujours avec les grandes marques qui sont internationales, et puis les acteurs publics ou privés de chacune des situations avec lesquelles on les avait sollicités. Voilà, donc on a aussi, dans cette méthodologie packagée, on a travaillé les sujets, vous voyez, de vitesse de mise en œuvre, de mobilisation de ce qu'on appelle la chaîne de valeur, les différents acteurs, et en impliquant beaucoup les locaux. Voilà, donc ça c'est une expérimentation qui me paraissait intéressante parce que ça vient bien compléter, vous voyez, dans une réflexion comme celle-là, qui est purement de l'ordre de la réflexion intellectuelle et prototypée, et qui permet de mettre en jeu des acteurs existants sans faire appel à des infrastructures supplémentaires. Donc pas besoin d'investissement public supplémentaire, mais au contraire, se dire que si on agit sur les comportements, si on mobilise les acteurs publics et privés dans une direction qui est nouvelle, on peut faire émerger de la valeur, à la fois en termes de réduction d'impact environnemental et de bénéfices économiques. Donc on a modélisé ce système-là et on a abouti à, finalement, on s'est rendu compte que ça coûterait moins cher à la ville, qu'elle collecterait plus de déchets, que l'entreprise qui gère le centre de tri et de déchets, finalement, saturerait beaucoup plus son infrastructure, qu'on créait des emplois de services de proximité, qu'on aidait les start-up locales à apporter leurs solutions dans cette chaîne de valeur. Enfin, on a été assez impressionnés de constater que cette approche de modèle économique hors infrastructure avait un potentiel de création de valeur. Alors, on ne l'a pas encore testé grandeur nature, mais c'est quelque chose qui est devant nous, en tout cas. Voilà, donc j'en ai un peu fini de mon exposé, là. Ce que je voulais simplement vous redire, c'est qu'évidemment, on est tous face à des enjeux qui sont absolument majeurs et qui vont nous impacter au quotidien. C'est-à-dire que ça n'est pas juste théorique. Pour l'instant, on est très préservé, en tout cas en France. Mais comme je vous ai dit, quand on va dans certains pays, en tout cas je l'ai vécu en Australie, il y a beaucoup d'autres pays évidemment que vous connaissez certainement, qui sont déjà très fortement impactés. Ce sont des sujets qui vont nous impacter au quotidien. Donc finalement, ce sont des sujets qui vont mobiliser tous les acteurs, donc que ce soit public, à travers la réglementation ou la politique publique, que ce soit les entreprises, mais que ce soit les citoyens également. Encore une fois, notre pollution est juste le reflet de nos modes de consommation, et donc l'implication que vous pourrez avoir, vous, dans les métiers que vous choisirez, doit pouvoir trouver sa place dans chacun de ces trois acteurs. Il y a une façon, alors ce sont des sujets qui sont évidemment systémiques, donc très complexes à résoudre, mais c'est la diversité des approches qui permet de résoudre des problèmes complexes, et c'est ce que j'ai cherché à vous montrer là. Il y a une illustration de la façon dont on peut travailler le sujet. C'est une fresque qui a été faite, la fresque de Lorenzetti, que vous connaissez peut-être, qui a été peinte à Sienne, dans la République de Sienne, au XIVe siècle, et qui a bien montré la façon dont, c'est-à-dire les vertus du bon gouvernement et les conséquences du mauvais gouvernement. Et il a décliné ça dans toute une salle du palais des Doges de Sienne, et qui montre toutes les conséquences sociales, économiques, environnementales à ce moment-là. Et Julien Dossier, qui a fait un peu la promotion de cette fresque, on a créé une association et tout d'outils pédagogiques d'ailleurs, des kits pédagogiques. Cette fresque de Lorenzetti est très intéressante parce qu'elle rassemble le caractère systémique des sujets dont on parle aujourd'hui, et elle a beaucoup de vertus pédagogiques. Donc je vous invite à la regarder. Donc je suis convaincu qu'évidemment, étudiants que vous êtes là, vous avez tous un rôle déterminant à jouer demain. Trouvez votre place,
trouvez votre place et surtout faites en sorte que cette transition écologique et sociétale qui est devant nous soit désirable, parce que c'est ça qui permettra qu'elle ait lieu. Voilà, je vous remercie. Bon alors, on va pouvoir certainement te poser beaucoup de questions. Je vais prendre le micro tout de suite. Moi, j'aurais certainement une première question qui est liée à l'actualité. Vous n'ignorez pas que nous sommes confrontés évidemment à des changements climatiques conséquents et qu'en plus de cela, donc, on a une mobilisation internationale qui semble s'intensifier parallèlement, qui semble, alors aujourd'hui on a la COP27 qui vient d'ouvrir. Ah ouais, c'était ouvert. Oui, la COP27 donc, vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit donc de la réunion d'une centaine d'États autour d'une accélération des changements comportementaux par rapport au climat. Il est clair, et je viens de faire un déplacement aux États-Unis et notamment à l'ONU, que le travail avec l'Académic Impact, notamment, qui est l'agence qui crée des relations entre les chercheurs et le comportement des entreprises, la société civile et les États. Donc l'Académic Impact et également l'agence du climat de l'ONU préconise une accentuation de la relation au perceptif à des modes d'appropriation aussi du citoyen de ces problématiques par la mise en place de solutions par eux-mêmes aussi. Enfin, donc c'est-à-dire qu'il y ait non seulement une prise de conscience évidemment nécessaire et obligatoire des États, une accélération de leur fonctionnement par rapport à ces transformations, cette transition qui devient transformation, mais aussi donc une augmentation de l'impact de l'action citoyenne par rapport à ces changements climatiques. Donc là, dans ce cadre, est considéré comme un outil, un impact, je dirais, à impact élevé, un outil ou en tout cas un vecteur à impact élevé. Et je pense que ce dont tu as parlé, ce que tu as décrit à travers cette réflexion sur les processus d'appropriation, ces questionnements, la mise en place de problématiques qui finalement croisent des cas concrets, mais qui, au-delà même de la réalité d'entreprise, déploient une réflexion sur notre devenir. Je pense que l'art traverse finalement tout cela et peut donc concerner beaucoup d'artistes aujourd'hui. Alors on sait qu'il y a deux postures possibles de l'art par rapport à cette deux postures possibles de l'art par rapport à cette situation. Donc évidemment, il y a la complaisance, c'est-à-dire donc la position des artistes en relation avec les ONG, les entreprises pour déployer donc des solutions. Et puis il y a l'opposition, la critique, qui peut aussi avoir un effet d'électrochoc. Alors nous, dans l'art contemporain, on a des personnalités comme Joseph Beuys qui ont pu évidemment créer des électrochocs. Tu connais certainement cette œuvre, Sepin Chen ou d'autres artistes comme Hanson, par exemple, qui ont mis des colorants dans l'eau ou dans même de la fumée d'usine. Enfin, donc il y a cette mise en lumière en fait de la pollution et de ses vertus négatives. Et puis il y a donc la possibilité de créer des résolutions, et c'est ce que l'ONU tente de faire justement en impliquant de plus en plus d'artistes dans les processus de réflexion et de résolution. Donc j'aimerais savoir si tu suis en fait en parallèle de l'action que tu mènes au contact de Suez, est-ce que tu suis les réflexions qui sont liées au GIEC, qui sont liées au COP,
qui sont liées donc à ces prospections de recherche étatiques et d'ONG. Est-ce qu'elles ont un impact sur finalement les processus, les protocoles de création? Et on le voit aujourd'hui, par rapport à ce que tu as montré d'ailleurs en dernier lieu, avec les drones par exemple, on sent que vous collez aussi à la réalité technologique, de l'usage des technologies. Il n'y a pas que dans la guerre qu'on retrouve les drones. On se rend compte que finalement ils peuvent servir à autre chose, à détecter la pollution. Je crois que pour certaines entreprises, à livrer des paquets ou des colis ou des éléments, donc un peu comme des pigeons voyageurs. Donc voilà, j'aimerais savoir si cette activité des COP a un impact sur ta réflexion et ton action. Alors moi j'ai suivi plusieurs COP et j'ai aussi travaillé avec la commission, la COIL à l'UNESCO, la commission océanographique internationale, qui anime beaucoup de réflexions entre les pays. Mais j'avoue que je suis plutôt resté toujours un peu insatisfait des résultats de ces COP, puisqu'on voit bien que la difficulté de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire de la déclaration à l'action. Par exemple, quand je discutais avec les responsables de la COI à l'UNESCO, j'incitais plutôt que de rester au niveau des États, mais de descendre ces réflexions au niveau des villes. Puisqu'au fond, les politiques publiques qui ont un impact sur ces sujets sont d'abord et avant tout portées par les villes. Alors, la réglementation est souvent nationale, mais elle est instruite par une expérience qui est très, très concrète. Voilà. La deuxième chose, c'est que les acteurs qui peuvent imaginer les solutions sont bien dans les villes. La façon dont on va résoudre une problématique comme j'évoquais là à Marseille, je suis convaincu que ce qu'on a imaginé à Marseille n'est pas transposable à Barcelone. En revanche, la méthode, si. Et donc c'est ça qu'on a voulu faire. Donc je trouve que dans ces réflexions de ces grandes conférences, la nécessaire, évidemment, le niveau de la réflexion d'État étatique est nécessaire. En revanche, il nous manque un maillon qui est celui des villes. Voilà, ça a été un des propos que j'ai pu avoir avec plusieurs responsables au sein de l'UNESCO. La deuxième chose que j'ajouterais, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment déployé le caractère écosystémique de la réflexion de ces solutions. C'est ce que j'ai cherché à faire ici avec ce projet Mare Nostrum. Et c'est là où je reste convaincu que des gens qui viennent du monde de l'art peuvent avoir une contribution volontairement décalée par rapport, au fond, à des choses qui ne marchent pas. Donc, je crois qu'il y a là aussi une nécessaire... il faut introduire ce type de profil de manière volontariste, avec un angle supplémentaire de réflexion et pour poser le problème, pour essayer de trouver plus collectivement la solution. J'ai été frappé de la créativité qu'on a pu dégager avec ce projet Mare Nostrum que j'évoquais. Je pense que c'est beaucoup plus contributif que d'avoir ces événements flash là, d'asperger de sauce tomate les tournesols, comme on a pu le voir récemment, dans les militants. C'était au Louvre ou c'était à la Grande Tête Galerie, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça c'est une manifestation au fond qui va toucher le monde de l'art par des objets qui sont très connus, très chers, qui représentent la richesse, qui représentent l'esthétique, qui sont extrêmement connus. Voilà, je pense que la place de l'art, elle n'est pas là, elle est beaucoup plus dans une contribution intellectuelle avec des regards décalés sur des sujets qui sont d'abord et avant tout des sujets de comportement. Encore une fois, ne disons pas que ce sont les industriels qui polluent, ce sont les individus qui polluent. Donc l'industriel, évidemment, va tenir un lobby puissant pour pousser son produit, et à ce titre-là, il franchit une ligne jaune
Quand je vois une bouteille de plastique là sur la table, je sais que seulement 2 tiers de ce plastique est recyclé aujourd'hui en France. Zéro dans beaucoup de pays. Et donc en fait, pousser une industrie comme celle-là, le plastique c'est du pétrole, et puis ensuite c'est une ressource fossile pour un usage éphémère qui ensuite va durer à l'infini dans l'environnement s'il n'est pas recyclé. Donc l'impact de la consommation du consommateur, que tu es, toi ici présent devant cette bouteille, est absolument déterminante. Parce que le geste de tri est encore une fois un geste gratuit, qui peut avoir un impact économique et environnemental absolument majeur. Donc la contribution des regards croisés sur les comportements peut avoir un impact financier absolument déterminant. Merci Marc. Alors, tout à l'heure, Marc, vous l'avez dit en introduction, c'est assez intéressant par rapport à des étudiants comme vous, en fin de cycle, c'est que vous avez noté que la plupart des métiers dans son domaine, qui vont avoir un impact peut-être sur le devenir de l'humanité, de la transition, transformation, les métiers ne sont pas forcément encore inventés. Donc vous êtes peut-être vous-même porteur de solutions par rapport à des solutions qui ne sont pas encore listées puisqu'elles n'existent pas forcément. Donc c'est ça qui me paraît intéressant dans ce que nous déployons avec l'IHEST. Et c'est vrai que c'est par rapport à d'autres types de conférences qui sont liées à l'art, purement à l'art et exclusivement à l'art contemporain. Là, nous avons ici la possibilité de réfléchir sur la façon dont vous, en tant qu'artiste, vous imaginez une connexion avec ces mondes qui sont des mondes qui impactent concrètement sur le citoyen. Donc voilà, peut-être que vous aurez des questions qui vont dans ce sens-là. En tout cas, je vous en prie, la parole est à vous. Moi j'ai une petite question sur les relations justement avec la COP ou l'UNESCO ou l'ONU. Quand il y a des grands groupes comme ça, j'ai l'impression que c'est des réunions qui n'en finissent pas et qui sont très théoriques. Vous avez très judicieusement parlé des questions d'échelle, des questions de localité, écosystémique, des choses qui ne sont pas applicables. D'ailleurs, c'est un contexte écosystémique très fort, donc il faut prendre. Il faut vraiment se positionner et agir avec les acteurs locaux, les infrastructures aussi. Donc l'expérience de Marseille est quelque part quelque chose, on va dire, bottom-up, et de l'autre côté on a l'EGO qui est un peu top-down. Et la question c'est est-ce que Suez, politiquement, peut se positionner pour aller voir l'État par exemple, pour essayer de faire valoir le fait qu'une modélisation sur une litre, ça réduit le temps de déchets, ça crée des emplois, et que ça pourrait être modélisé ailleurs, et que là, c'est peut-être sortir de nos missions qui sont aussi quelque part, vous avez un souci de mentalité, mais que en fait, la question c'est l'éthique de Suez, il y a des expériences comme ça qui sont très valables. Comment ça se positionne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des difficultés pour sortir, c'est une deuxième question, mais pour essayer d'aller plus loin et d'inciter les gouvernements ou des commissions à valoriser les expériences que vous avez? Alors, on n'a aucun problème pour porter ce propos de manière assez large, c'est ce qu'on a déjà fait, puisque nous, au fond, on n'a pas d'opinion politique, on a des convictions à partager sur les résultats ou l'efficacité de solutions qu'on élabore et qu'on met en œuvre. Donc, nous, finalement, on propose des faits. Et par rapport à une problématique qui est toujours locale, on propose des solutions qui sont toujours sur mesure. Et donc, d'une manière plus générale, on n'a aucun problème à promouvoir des solutions dans lesquelles on n'est pas d'ailleurs les seuls acteurs. C'est-à-dire, quand on pousse une solution, on ne cherche pas à vendre notre marque, on ne cherche pas à vendre notre brevet, on ne cherche pas à vendre notre solution à nous. On cherche à démontrer qu'une approche qui est en général toujours systémique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des technologies, mais on n'est pas les seuls, on a beaucoup de concurrents, c'est des compétences, c'est des régimes fiscaux
qui sont favorables ou pas. Par exemple, le monde du déchet est un monde qui est régulé par différentes taxes, hein, comme l'eau d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que l'eau, il faut rémunérer des politiques publiques de subvention. Plus on pollue, plus on paye. Moins on pollue, moins on paye. Plus on prélève dans la nappe par habitant, ben, plus on est pénalisé. Enfin, il y a tout un corpus fiscal, donc ça c'est national. Donc ça contribue au modèle économique, à l'ensemble de cet écosystème. Donc nous, on apporte des solutions qui sont technologiques, qui ont une capacité à se massifier, qui ont une performance, on va dire, réduction de pollution versus coût en euros. Vous voyez, donc on n'a aucun problème à promouvoir tout ça. Alors, est-ce que ces résultats, par exemple, peuvent, à différents endroits, rencontrer, confier certains intérêts des acteurs en place? C'est-à-dire que, voilà, là, on pourrait peut-être contraindre plus à cet endroit-là, peut-être... Alors, je vais vous donner un exemple. Effectivement, on pourrait dire, nous, notre intérêt, c'est de vendre plus d'eau et de traiter plus de mètres cubes d'eau usée. D'accord? Plus il y a de pollution, plus on gagne d'argent. Sauf que on sait que si on fait ça, on va à l'encontre, au fond, de l'intérêt général des finances publiques. Donc il y a un moment, il y aura conflit d'intérêts, d'intérêts entre le public et le privé, mais il y aura surtout une absurdité qui va apparaître. Et donc on est contraint par construction d'aller chercher la solution la plus aussi parce qu'on a des concurrents. Donc au fond, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça dure, on incite les gens à consommer moins d'eau. On incite les collectivités à réduire les pertes dans les réseaux. On incite les collectivités à éviter que les eaux de pluie propres rentrent dans les usines pour qu'on les traite. Vous voyez ? Alors si on était vraiment des gens qui cherchions à la dépense, on n'informerait surtout pas de ces mesures-là, et donc on aurait des ouvrages de plus en plus gros, de plus en plus chers que les collectivités ne pourraient plus se payer. Donc finalement, notre première inclination, c'est de se dire quelle est la solution la plus économique et la plus efficace pour une ville. Et si ça réduit le montant, j'ai envie de dire, de l'opportunité économique pour nous, eh ben, c'est une très bonne chose. Et plus on arrivera à réduire, à compacter le coût de cette solution, plus on a des chances de gagner, au fond, une affaire, un contrat. Vous voyez, Et donc notre intérêt, c'est d'optimiser les solutions qu'on propose, de toute façon, que ce soit vis-à-vis des industries ou des collectivités. Il y a une question par rapport à Madagascar et par rapport à l'émerveillement du premier. Vous êtes optimiste? Alors je suis optimiste et puis impatient, plutôt que de dire pessimiste. Je suis optimiste parce qu'en fait, je trouve qu'on a absolument tout pour faire, et je trouve que le réservoir de capacité est plein, à la fois en termes de solutions, mais surtout en termes de capacité d'évolution des comportements. Et quelques exemples. En Australie, quand on a fait face à une sécheresse absolument extrêmement forte, en un an, on a réduit de 25% la consommation du Grand Sydney d'eau. Donc 4,5 millions de personnes, globalement, ont réduit de 25% leur consommation en un an. Quand on a supprimé le sac en plastique, vous savez qu'on avait encore jetable il y a 2-3 ans, un jour c'est fini, il n'y a pas eu de révolution, c'est-à-dire que les comportements se sont adaptés immédiatement. Quand on parle d'économie ou plus de sobriété sur un certain nombre de sujets, on voit bien que le comportement est plastique. Et donc la réserve de changement de comportement, elle est immense. D'accord ? Et celle-là, finalement, c'est la plus économe. En revanche, ce qui me rend impatient, c'est de voir qu'il n'y a pas assez de monde qui soit mobilisé pour ça. D'ailleurs, je suis très surpris qu'il n'y ait pas plus de monde ce soir face à un sujet comme celui-là. Ce n'est pas la première fois que je constate que ça ne mobilise pas suffisamment les gens. Et donc, au fond,
ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment se prendre les doigts dans la porte. Une fois qu'on aura très très mal, à ce moment-là, tout le monde va réagir. Ou les doigts dans la prise, etc. Donc c'est là que ça va réagir. Alors ça réagit soit sur le porte-monnaie, c'est ce qu'on voit en ce moment avec les mesures de bouclier, pouvoir d'achat, mais on verse dans des solutions absolument absurdes. C'est-à-dire qu'en ce moment, le gouvernement, pour éviter l'explosion du coût de la vie des gens, ce qu'on peut bien comprendre, mais en fait, on verse dans une situation absurde, c'est-à-dire qu'on subventionne l'énergie fossile aujourd'hui, alors qu'on cherche à avoir une trajectoire de 1,5 degré. On sait qu'on est déjà plus 1,5 degré. Donc en fait, on est dans un système qui est extrêmement paradoxal, tout simplement parce qu'on n'a pas encore été suffisamment vite, suffisamment fort sur la mise en place d'alternatives. Et c'est ça qui bloque. En gros, il y a deux blocages aujourd'hui dans ces grands mouvements de transition écologique. C'est un, l'absence d'alternatives vraies, et deux, l'injustice sociale. C'est pour ça d'ailleurs que dans les grandes conférences internationales, qu'est-ce qui bloque? C'est pas le manque de solutions, c'est pas le manque d'argent, tout ça c'est extrêmement abondant, les deux. Ce qui bloque, c'est le débat entre les pays qui disent bien qu'ils ont été très peu contributeurs aux milliards de tonnes de CO2 qui sont dans l'atmosphère. Et donc, des discussions qu'on a parfois, d'ailleurs à travers l'IHEST, on avait rencontré le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie au Maroc. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites pour la transition écologique d'un pays marocain qui commence à être durement touché par l'eau, qui impacte donc l'économie qui reste très agricole. Et il nous dit, je vous arrête, laissez-nous, il nous répond, laissez-nous atteindre votre niveau de développement économique en français. Après, on en reparle. Et donc, en fait, ce qui bloque les politiques internationales sur ces sujets, c'est la revendication de ces pays de se dire, attendez les gars, vous avez largement contribué à ce stock de CO2, nous non, donc réduisez fortement vos émissions, nous on va continuer à en émettre, et puis quand on sera au même niveau, on fera les efforts conjoints. Ce qui démobilise aussi les citoyens lambda, parce que si par exemple, si moi je suis fabricant de plastique d'une entreprise internationale, si l'un me restreint dans un pays développé, etc., je vais aller fabriquer des bouteilles comme ça, parce que là, ils vont les acheter et ils n'ont pas de système, ils n'ont pas d'infrastructure pour recycler. En fait, il y a une vraie réflexion à mener par les pouvoirs publics sur comment contraindre les grands groupes et les entreprises à ne pas produire ce genre de produits. Bien sûr, mais là encore, la réglementation, elle suit toujours l'initiative, c'est-à-dire qu'elle arrive toujours après. Hein, c'est comme la cavalerie chez Lucky Luke, enfin bref. On a besoin aussi de l'initiative du consommateur pour agir, et en particulier sur un certain nombre de sujets, que ce soit ces modes de consommation, du jetable, du restaurant au foyer, etc. Ce qui est assez frappant, là aussi, un autre gisement qui est totalement sous-exploité, c'est la connaissance. Ces sujets d'économie circulaire, d'usage de l'eau, etc., est un sujet parfaitement ignoré par la plupart de la population. Je l'ai mesuré dans beaucoup de pays où j'ai été, alors que ce sont des pays qui étaient en crise sur ces sujets-là. Et donc, le levier de l'information et de la formation est un levier qui est extrêmement important à travailler. Donc, la formation, du petit au tout grand, hein, est un sujet qui coûte pas extraordinairement cher, mais qui peut aller trouver finalement des effets importants dans l'évolution des comportements. Bien sûr. Ouais. La réglementation est nécessaire, la recherche de solutions optimisées est nécessaire, l'évolution des comportements est indispensable, etc. Et donc, je me rappelle en 2005, en Australie, vous voyez, John Howard, qui était Premier ministre d'Australie, à la fin du congrès, d'une conférence climat du Pacifique, les pays du Pacifique, il dit, nous, on ne réduira pas nos émissions de CO2, hors de question. Stupéfaction générale. Ben oui, nous, les Australiens, ne représentent que 1% de la population mondiale, donc si on réduit de 20%, c'est sans effet. Donc rien à foutre. Donc,
Ça, c'est une valeur d'exemple. Donc, il n'y a pas de petit leadership, c'est-à-dire que si un petit pays prend un leadership sur un sujet, il va forcément avoir un impact sur d'autres. Et donc, c'est là aussi où ce leadership qu'on peut trouver chez un dirigeant doit se trouver chez un petit consommateur, parce que voilà, c'est aussi cet effet de mobilisation générale qui permettra de résoudre le sujet. Sinon, les États n'y arriveront pas, les industries, chacun tirera sa copie, sa couverture à soi, et puis voilà, puis on continue. Question ici. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la désinformation. De la non-information pour certaines personnes, je l'ai remarqué aussi dans mon quotidien, où par exemple, tout bête, c'est un déchet que la personne avec qui j'étais le jette au sol, et elle dit mais il est recyclable. J'ai une différence entre recyclable et biodégradable. Et il y a cette notion d'information qui est partielle et non vraiment donnée, qui fait que même nous, dans notre quotidien, entre consommateurs, il y a cette rupture entre ce qui est possible ou pas et la protection des réseaux. Et du coup, ma question c'était comment on peut amener différentes modes de pensée à une démarche plus verte dans avec des différences sociales assez importantes. Alors, ça me revient aussi à l'expérience marseillaise où, en fait, en faisant ce travail, on s'est dit, au fond, prenons un individu quelconque. Le matin, il est dans sa cuisine, il va dans la rue pour aller ensuite il travaille. Troisième lieu, il va déjeuner quelque part, il va retravailler, le soir il va se retrouver dans la rue, il rentre chez lui, et du lundi au vendredi il fait ça, le samedi il est sur la plage. C'est la même personne. Et au fond, on a tracé ce qu'on a appelé les incohérences, finalement, des messages que reçoit cette personne durant cette semaine. Et donc ces incohérences, elles sont renvoyées par, au fond, les politiques publiques, c'est-à-dire les réglementations. Je prends l'exemple d'un déchet, par exemple, recyclable, que vous évoquez. Dans sa cuisine, il peut avoir une ou deux poubelles, puisque c'est dans son quartier, il y a ces poubelles qui sont mises en place, dans son immeuble, etc. Dans la rue, eh ben, parfois, il n'y a pas de poubelle équivalente. Dans son entreprise, ça peut être encore une troisième situation. Et puis, sur la plage, le week-end, il ne va pas forcément retrouver les mêmes politiques. Alors là, c'est un sujet très simple, enfin, entre guillemets. Mais mettre en évidence l'incohérence des messages qu'on envoie à 1 million de personnes dans une ville, tous les jours ou toutes les semaines, déjà c'est un sujet, c'est un fil directeur destructeur de messages. Et si je rajoute, vous prenez le TGV pour aller à Paris, ben, depuis très peu de temps, vous avez des poubelles de tri. Et d'ailleurs, elles ne sont pas complètes. Donc en fait, la difficulté qu'on a, c'est l'incohérence qu'on envoie à tout le monde, sachant qu'il ne faut pas que les gens soient spécialistes de ce sujet. Il y a tellement d'autres sujets dans la vie à étudier qu'on ne va pas demander à chacun d'être spécialiste de tous les sujets. Mais au moins, il faudrait qu'on ait... Alors ça, c'est plutôt... Alors pour répondre à votre question, c'est vis-à-vis des villes qu'on peut mettre en évidence ce genre de sujet. Donc ça, c'est un peu notre job, mais pas que. Ça peut être le job des associations, qui apportent des faits et qui démontrent un peu une pollution. Ça peut être des startups qui apportent des solutions. Mais en fait, tout le monde doit être... C'est un peu cette approche bottom-up qui me paraît assez puissante aussi, c'est de se dire, au fond, quand on prend ce petit exercice-là de mise en évidence des incohérences, eh ben, ce n'est pas la peine de faire beaucoup de pubs et d'inciter les gens à trier leurs déchets, parce qu'en permanence, ils reçoivent de manière implicite des messages contradictoires. Donc à la fin, ils disent, je le mets dans une poubelle, vaille que vaille, de toute façon, je ne comprends rien, puisque vous faites tout pour que je ne comprenne rien. D'accord ? Et donc, au fond, donc ça, c'est de la responsabilité, effectivement, des politiques publiques, mais
Mais finalement, je reste convaincu que c'est aussi la responsabilité d'entreprises comme nous, voire d'initiatives plus spontanées, comme des associations qui peuvent faire état de ce genre de choses. Il y avait cette deuxième partie de la question, celle sur disparité socioculturelle. Et, il y a une partie de la population qui n'a pas accès finalement à ce choix de prise de conscience. Parce qu'ils ont d'autres problématiques, puisque c'est des problématiques qui sont quasiment vitales. Comment est-ce qu'on arrive à... Alors, est-ce qu'il faut résoudre d'abord leurs problèmes politico-économiques avant qu'ils s'intéressent à ce changement comportemental, ou est-ce qu'il y a un moyen quand même de réussir à trouver cette résolution, cette accélération de transformation. Enfin, ça paraît très difficile. C'est vrai que l'arrivée de la guerre de l'Ukraine, par exemple, nous a plongé dans toutes les guerres finalement qui traversent le monde. C'est pratiquement accompagné d'une impossibilité de pouvoir penser à cette question-là. Alors, c'est vrai que le rapport à l'eau et le rapport aux déchets est très culturel. En France, il y a un quart, 25% de la population qui ne boit jamais l'eau du robinet. Et il y en a en gros un autre quart qui boit de l'eau du robinet et j'appelle ça de l'eau en plastique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces gens-là viennent de pays, moi j'ai beaucoup vécu à Madagascar et dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie, en fait il y a assez peu de pays dans le monde où l'eau du robinet est potable, il faut le dire comme ça. Donc évidemment, on a l'habitude d'acheter des bouteilles en plastique. Vous allez à Jakarta, l'eau n'est pas potable. Elle est dite claire. Vous allez à Shanghai, l'eau n'est pas potable. Vous allez évidemment dans beaucoup de pays d'Afrique, l'eau n'est pas potable. Beaucoup de pays d'Asie, etc. Donc évidemment, quand on vient en France ou en Europe occidentale où l'eau est potable au robinet, ben on continue son usage d'acheter des eaux en bouteille parce qu'on pense que pour la santé, c'est indispensable. Alors comment on fait ? Alors ça coûte en plus très cher, c'est-à-dire qu'en fait, acheter des packs d'eau en bouteille, ça coûte entre 300 et 400 euros par an, en surcoût par rapport à l'eau du robinet. Et donc ce qu'on fait dans les différentes villes où on intervient, c'est que on met en place ce qu'on appelle des ambassadeurs. Des ambassadeurs qui vont faire de la médiation. On travaille avec des associations. Et donc ces gens-là vont rencontrer ces populations qu'on a cartographiées, et pour les aider à d'abord les convaincre que cette eau est bonne pour la santé. La deuxième chose, pour les sortir de ce qu'on appelle la précarité hydrique. La précarité hydrique, même en France, c'est en fait hydrique. C'est-à-dire que c'est un seuil économique qui fait qu'au-delà d'une certaine dépense, pourcentage de dépenses de l'eau dans le revenu moyen de cette personne, eh ben, on considère que cette personne dépense trop pour l'eau, alors qu'elle pourrait faire plus des économies. Et donc ce sont de la médiation qu'on utilise, du conseil, de l'assistance, etc., qui permet de réduire la consommation d'eau et de réduire la dépense liée à ça. Ça, c'est un exemple sur l'eau, et donc on mesure la précarité hydrique, on mesure les habitudes culturelles, et donc on essaye de faire évoluer ça pour que les gens, tout simplement, économisent et tout en n'impactant pas leur santé. Une autre question ? Des
la question, enfin, de retourner la question sur eux, enfin, les gens qui traitent cette question-là, ils ne prennent pas en compte que la réponse, elle est aussi dans leur comportement d'abord. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il faut être exemplaire pour porter ces sujets. Et c'est sûr. Et plus on est dirigeant et plus on est porteur, plus on est ambassadeur au fond d'un message, plus on doit être cohérent avec ce message, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contre-COP, de quantification des émissions de CO2 de tous les avions de ces COP qui sont aussi des messages qui interpellent. Alors c'est pas à l'échelle, mais bien sûr, c'est un sujet qui de toute façon va, à mon avis, faire l'objet de plus en plus de contestations pour mettre en évidence les incohérences et pousser à l'action et non pas à la déclaration. Alors, d'après les modélisations concernant l'eau, à quoi s'attendre finalement pour 2050 ? On parle beaucoup de 2050 finalement. À quoi s'attendre ? Est-ce que la tendance va se stabiliser ou est-ce que là vraiment on va arriver à une guerre de l'eau qui finalement mènerait évidemment la mise en place de populations qui seraient presque assoiffées, ou en tout cas rationnées, et puis des populations qui, elles ne seraient pas adaptées. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que la quantité d'eau sur Terre ne change pas, hein, puisque le cycle de l'eau, vous le connaissez tous. Donc la quantité d'eau sur la planète ne change pas. En revanche, c'est sa distribution. Déjà, avant d'avoir le changement climatique, on a bien observé que, au fond, le développement, la démographie était indépendante de la disponibilité en eau. Beaucoup de villes se sont développées alors qu'elles étaient dans des pays ou des régions qui n'étaient pas forcément suffisamment irriguées. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'au fond, les dérèglements, ce qu'on appelle changement climatique, en fait, c'est le dérèglement de toutes les boucles de régulation du climat, que ce soit les courants, que ce soit les vents, que ce soit les températures, etc. Donc en fait, le climat, c'est tout un cortège de boucles de régulation dans tous les sens qui évitent les extrêmes et qui permettent de stabiliser les régimes climatiques. Quand on fait sauter ces boucles de régulation, eh ben, on rentre dans un monde qui est quand même assez inconnu. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'en fait, et on constate déjà en France, hein, c'est qu'en fait, par exemple, dans une région, parfois on a autant d'eau qui tombe sur l'année, mais elle va tomber sur des surfaces et des temporalités beaucoup plus faibles, donc avoir des dégâts. Et puis parfois les précipitations vont fortement diminuer, et puis c'est d'autres régions qui auront trop d'eau. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est déjà, je lisais d'ailleurs ce matin, l'Égypte qui commence à être en situation très très préoccupée parce qu'elle n'a que le Nil comme source d'eau douce, alors qu'elle a une démographie qui explose depuis 30 ans. Et donc il y a un certain nombre de pays qui forcément vont être limités dans leur économie, mais limités dans leur démographie par la ressource en eau qui se raréfie considérablement et beaucoup plus vite qu'on ne croit. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que on est tous, on va devoir dans beaucoup de pays travailler beaucoup plus la sobriété de la consommation d'eau, hein, et puis je ne sais pas comment on va pouvoir être en capacité d'anticiper et de réduire les impacts des inondations, mais c'est des phénomènes qui sont tout à fait telluriques. Donc ça, c'est... Voilà, la distribution de l'eau va être perturbée à travers ces grands mécanismes de dérégulation, vont impacter forcément l'économie, mais même la démographie d'un certain nombre de pays. Donc très difficile de répondre à cette question. Mais on commence à le vivre très fortement en France, hein.
Ça fait 4 ans qu'on a des sécheresses l'été. Donc, là encore, il y a besoin d'artistes pour réfléchir, imaginer, créer. Très bien. Une dernière question. Sur comment les dirigeants viennent, etc. On a encore vu l'absurdité des jets privés, l'absurdité de joueurs de foot ou de personnalités ou de ultra riches qui ne veulent pas prendre le train, qui prennent des jets, qui revendent le soir leur jet pour en fait louer, qui ne soient plus suivis parce qu'en fait ils sont tracés, parce que c'est des données publiques, donc ils sont fichés. En fait. Après c'est un peu de la mauvaise pub, mais en fait il va pas réduire ses vols en jet, il va juste retrouver compagnie. Donc son impact environnemental c'est le même. Et oui, je suis d'accord avec vous sur on doit chacun un geste, de l'objectivité, mettre en place des choses, on est acteur, etc. Il y a plusieurs choses qui bloquent un peu là-dedans, c'est que oui, on est tous acteurs, il y a quand même la dimension économique qui rentre en jeu. Consommer mieux, consommer bio, consommer éthique, consommer en vrac, consommer comme ça. Moi je peux le faire si je fais tout comme ça. J'explose mon budget et en fait je mange du riz et il sera en vrac. Mais bon, voilà, ça va pas être très bon pour ma santé. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là, et il y a cet aspect aussi de je pense que les gens sont un peu découragés. Il n'y a pas une sorte de rébellion à des petits sous, de je m'en fiche, je pollue parce que les ultra riches polluent, pas du tout. Mais c'est un petit peu en mode on se fiche un peu de nous sur les grandes entreprises qui polluent et qui font encore des travaux, des initiatives, des initiatives d'extension, comme Total, qui polluent énormément, qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, qui ont vu. Donc tout ça, je trouve, j'ai un peu de mal avec les initiatives associatives et individuelles quand je vois des entreprises avec un capital énorme qui ont la ressource humaine, les cerveaux, les scientifiques pour améliorer leur impact écologique, l'argent qui suit derrière. Donc c'est ça, moi, j'attends une réponse là-dessus sur comment les énormes entreprises et les ultra riches ne sont pas dans votre présentation, pas apportés parmi un porte-à-faux, mais moi c'est de eux que j'attends vraiment des initiatives. Et qu'on me propose de consommer mieux à un tarif qui est moi possible. Ok, ben oui. Alors, faut savoir que le coût sociétal de la malbouffe, entre guillemets, est diffus et ne se retrouve pas dans le prix de l'alimentation. Par exemple, le coût de la dépollution dans l'eau que vous buvez du robinet, c'est les 3/4. Le coût d'une alimentation qui est malsaine, c'est des coûts de santé publique, etc., etc. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le coût direct d'une alimentation saine paraît plus cher. En réalité, globalement, il est moins cher. Mais évidemment, à l'échelle du porte-monnaie immédiat, je suis d'accord avec vous, circuit court et bio, ça coûte plus cher que la nourriture industrielle. Donc ça, on ne va pas le résoudre en claquant des doigts. Ceci dit, ça paraît quand même une direction qui est indispensable. Donc ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je parlais d'impatience tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre quand même un objectif. Quand on est dans une situation qui devient de plus en plus dure, et plus ça va aller, plus la pollution va nous coûter cher. Donc on a intérêt à la réduire. Bon, donc il faut pouvoir rétropédaler quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a une direction, qu'il y a un désir lointain qu'il faut garder. Et moi je vous invite à votre âge aussi à ne pas démarrer abattu et découragé, parce que sinon vous aurez du mal à lutter et à tenir
une ambition, mener des rêves, etc. etc. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les grandes marques, les grandes entreprises, etc., je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sachez quand même qu'elles ont des problèmes. Elles ont beaucoup de mal à recruter des jeunes qui veulent travailler dans ces boîtes comme ça. C'est-à-dire que la réputation de la marque est aujourd'hui affectée par son comportement. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire que l'entreprise, aussi puissante soit-elle, à un moment, va devoir infléchir sa politique, parce que sa stratégie, son action, parce que la vox populi, j'ai envie de dire, va l'influencer. Et donc c'est, bien sûr, tout ça est écœurant, tout ça est révoltant, tous ces excès sont d'une incohérence, et c'est pour ça que on voit bien un des freins, c'est pour ça que je parlais d'injustice sociale, c'est-à-dire que c'est ça, c'est injustice sociale au sein d'un pays et entre les pays. Donc, entre les pays dans les COP, c'est ce que je disais tout à l'heure, au sein d'un pays entre les ultra-pollueurs et au contraire les sobres. Certes, mais il y a un moment, c'est une pression des uns vers les autres qui va faire en sorte qu'on peut espérer que le système va évoluer, va changer. Eh bien, l'avenir le dira. Je suis d'accord que c'est... je pense que c'est pas du tout assez rapide, mais en tout cas, il ne faut surtout pas se décourager pour être contributeur dans ces actions-là, parce que, en tout cas, quel que soit le futur, il s'imposera à tous. Donc je reste, c'est pour ça que je reste, en tout cas moi je n'ai pas perdu d'enthousiasme pour travailler sur ces sujets, et je reste convaincu que tout le monde a une place à jouer, mais il faut aussi que tout le monde prenne sa place. C'est-à-dire que tout le monde doit être acteur, tout le monde doit s'informer, agir, trouver sa place et apporter une contribution, même si elle est petite, parce qu'en fait, une petite action, enfin une grande action a démarré petit. D'accord ? Et donc, au fond, toute initiative vertueuse va faire des émules et aura une vertu locale au départ, mais elle peut avoir une vertu politique très importante, de manière inattendue. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais si on est porteur, au fond, non seulement de messages, mais d'actions qui sont orientées vers un futur désirable, un futur souhaitable, à ce moment-là, on impacte au fond les autres opinions et on est contributeur à une action qui peut être hyper locale, qui peut être très médiatisée, qui peut être très industrielle. Voilà. Et donc chacun avec sa spécialité. Mais il faut que tout le monde prenne sa part. Donc, quel que sera le futur, il s'imposera à tous. Je retiens vraiment cette dernière phrase et on verra bien comment nous tous on va réussir à inverser la situation. En tout cas, merci énormément Marc pour cette intervention. Je pense que c'était très important aujourd'hui de parler de ce sujet au moment où la COP27 s'ouvre. Bien. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau séminaire IHEST Sorbonne développement durable et master art contemporain et art et création internationale.